Bon, je m'appelle Jean-Luc Nancy, je vis à Strasbourg depuis 1970 et en Alsace, c'est-à-dire avant Strasbourg à Colmar, depuis 1964. Je me trouve dans cette région de mon fait parce que j'ai demandé, après l'agrégation de philosophie, à pouvoir aller à la faculté de théologie de Strasbourg, que je savais être la seule faculté de théologie d'État. Et que je ne sais absolument pas pourquoi, mais j'avais l'idée d'avoir un diplôme d'État en théologie, que je n'ai jamais eu parce que je crois que j'ai fréquenté 3 cours à la faculté de théologie catholique de Strasbourg et que je ne suis plus jamais revenu. Bon, c'était pas de la première fraîcheur d'enseignement en 1965. Et donc voilà, après un certain temps à Colmar, où j'étais professeur en classe de lettres supérieures au lycée Bartholdi, je suis venu, j'ai connu les gens de l'université à Strasbourg, ils m'ont demandé de venir. Et ici, j'ai rencontré Philippe Lacoulabart, qui venait lui aussi tout à fait d'ailleurs, de Bordeaux, et comme nous nous sommes très bien entendus, et que par ailleurs, une figure strasbourgeoise assez connue, c'est-à-dire Lucien Braun, qui était, lui, à la faculté de philosophie, a eu l'idée de nous faire nous rencontrer et de nous pousser discrètement mais efficacement à rester sur place. Finalement, c'est ce que nous avons décidé de faire, et voilà. Et après, nous n'avons pu bouger. Non seulement je suis à Strasbourg depuis 70, mais dans la même rue. Mais j'ai changé de numéro. J'ai passé du 6 au 10 de la rue Charles-Grade, mais je n'ai pas changé de rue. Alors, la seule chose que je puisse dire, c'est que Strasbourg n'était pas non plus un lieu aussi étranger pour moi que l'aurait été Lyon. Alors, je ne dis pas Bordeaux, puisque ça, c'est ma ville natale, mais n'importe quelle autre ville m'aurait été plus étrangère, parce que j'ai passé mon enfance, entre 5 ans et 10 ans à Baden-Baden, parce que mon père était ingénieur militaire, donc il était dans les troupes d'occupation. Et je suis même, je pense, avec mes parents venus quelques fois à Strasbourg, entre 45 et 50, très peu, mais quand même quelques fois. Et de toute façon, quand j'étais rentré en France, je parlais allemand complètement, quoi. J'avais appris l'allemand avec les petits Allemands, quoi, dans la rue, à Baden. Et par conséquent, d'arriver en Alsace, où on parlait beaucoup plus alsacien, en 64, à Colmar, je ne sais pas si à Colmar c'était plus qu'à Strasbourg, enfin on parlait quand même beaucoup l'alsacien, ben, ça me dépaysait moins que beaucoup d'autres gens, parce que j'ai vu qu'à ce moment-là, des gens soit de la famille, soit des amis qui sont venus me voir depuis l'intérieur. Je découvrais à ce moment-là complètement qu'on appelait ça à l'intérieur, ça, c'est-à-dire le reste de la France. Eh bien, ils me disaient très vite, mais dis donc, qu'est-ce qu'on parle alsacien? Certains ne savaient même pas que c'est alsacien, ils me disaient, qu'est-ce qu'on parle allemand? Bon, je ne sais pas, une idée de l'Alsace. Bon, c'est-à-dire, oui, ben j'ai eu plutôt quelques flashs comme ça, c'est-à-dire, premier flash, si tu veux, c'est quand j'ai demandé si je pouvais avoir un poste à Strasbourg, après la grève, à l'inspecteur, membre du jury de la grève, qui était chargé comme ça ensuite d'attribuer des postes. Je lui ai demandé Strasbourg, je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a dit, ah, malheureusement, nous n'avons pas de poste à Strasbourg, mais nous ouvrons une classe de lettres supérieures, c'est ce qu'on appelle familièrement une hypocagne, à Colmar. Et évidemment, tout de suite, c'était un poste magnifique pour un tout jeune agrégé. J'ai dit oui, et j'ai seulement dit, mais ma femme, on était mariés depuis 2 ans, ma femme passe la grecque de lettres, et donc il faudrait aussi un poste pour elle. Il m'a donné rendez-vous le lendemain au ministère, et quand je suis arrivé au bureau où il m'avait donné rendez-vous, il m'a présenté à une dame, il a dit, voici monsieur Nancy,
qui accepte de partir dans nos marches de l'Est. Et est-ce que nous avons un poste pour Madame Nancy? Bon. Cette expression de marche de l'Est, ça, évidemment, ça m'a beaucoup frappé à ce moment, parce que je pense que je ne l'avais jamais entendu. Je pense que de ma vie, à ce moment-là, je n'avais jamais entendu quelqu'un se servir du mot de marche, sauf à titre historique. Et bon, j'ai perçu en même temps qu'il y avait une partie de, je sais pas comment dire, on pourrait dire un certain dandisme académique, tu vois, à parler comme ça. Mais en même temps, il fallait quand même le faire, d'employer cette expression-là. Et donc, ça m'a fait comme vraiment un tout petit choc. Je me suis dit, ah oui, donc c'est un certain ailleurs quand même. Bon, c'est comme ça qu'on dit. Mais je savais aussi très bien pourquoi on disait ça. Et bon, voilà, c'était... Mais alors, bon, après, tout de suite, très vite se sont accrochés divers petits signaux comme ça de particularité. Premièrement, la différence juridique générale, mais que je connaissais pas, enfin, la différence concernant la sécurité sociale, la police comment dire, police d'habitation, je sais pas, qui existait encore à ce moment-là, ce qui fait qu'à Colmar, j'ai dû aller dans un bureau où il y avait des trucs de fiches, c'est vraiment l'ancienne, des fiches toutes remplies à la main, où je devais déclarer mon domicile. Et où j'ai dû aller pour déclarer un deuxième domicile quand j'ai déménagé à l'intérieur de Colmar. Et ça, c'était aussi du droit allemand. Mais j'ai le souvenir de l'endroit comme si j'étais plongé en plein 19e siècle. Et d'ailleurs, en même temps, il y avait aussi beaucoup de 19e siècle dans les locaux de la faculté de théologie. Quand je suis allé, des salles de cours, des petits-enfants, non, pas enfants, amphis, avec des bancs tout noirs, peinture noire, etc., avec un curé en soutane noire qui faisait ses cours. Bon. Oui, j'ai eu un peu un sentiment, sans doute, un peu comme d'être transporté un peu en arrière dans le temps, mais ce sentiment était très mêlé pour moi avec le fait d'accéder à mon statut professionnel et à ma pleine dignité de professeur agrégé de philosophie. Alors, par exemple, le lycée Bartholdi de Colmar était quand même, à l'époque, ça avait déjà une certaine allure de monument historique, mais en même temps, c'était aussi seulement un vieux lycée, comme il y en avait beaucoup encore, qui n'avait pas été beaucoup rénové, beaucoup arrangé. Il y avait, je me rappelle très bien, il y avait une ancienne chapelle et une ancienne bibliothèque, qui étaient des lieux, de toute façon, absolument pas occupés, mais le prof avait le droit d'aller regarder, si vous voulez. Et ça aussi, c'était extrêmement ancien. Et donc après, oui, je pense que quand je suis venu à l'université, évidemment, je n'étais pas dans le palais universitaire. La philo était dans un bâtiment des années 50, comme ça. Pas très beau. Mais quand même, tout de suite, évidemment, on ne pouvait pas ne pas savoir que l'université, c'était d'abord le palais universitaire. Et on ne pouvait pas ne pas voir, d'abord devant le palais, la statue de Goethe, là, avec ces deux femmes mythologiques, symboliques, là, tout. Et puis ensuite, toutes les statues des grands strasbourgeois ou rhénans, parmi lesquels, je ne sais pas, moi, il y a Sturm, il y a Eckhart, mais non, il y a aussi des grands Allemands, il y a Leibniz, il y a... Bon. Et... oui, et tout ça, ça me plaisait plutôt. Les sonorités, disons, de l'alsacien, pour moi, elles avaient quand même un rapport avec les sonorités de l'allemand, ouais. Surtout de l'allemand appris à Baden. Hein. Et dans cette période-là, il m'est arrivé, en me promenant dans la campagne, quelquefois, rarement, mais quand même, ça m'est arrivé quelquefois de rencontrer des gens qui ne parlaient que allemand, alors. Bon. Et donc... même au fond, j'avais comme ça une petite fierté. Si j'étais avec des amis venus de l'intérieur de France,
Et oui, je pouvais parler avec les gens, comment. Puis voilà, non, non, parce que pour moi, si tu veux, le fait de commencer à enseigner, donc d'avoir affaire à des classes, bon, puis ensuite à l'université aussi, tout ça était beaucoup plus important que l'endroit où ça se passait, au fond. Je me sens pas alsacien du tout, mais je me sens rien d'ailleurs, hein, parce que comme je suis de père normand et de mère bordelaise, Baden, évidemment, c'est très important, la ville où on a vécu entre 5 ans et 10 ans, où j'avais appris une langue qui était à ce moment-là un peu comme une sorte de deuxième langue maternelle. Mon aire de circulation, c'est vraiment assez limité, par exemple, au Ride. Là, oui, là, je suis allé souvent avec les enfants. Bon, mais non, non, je peux pas dire que je n'ai pas arpenté l'Alsace. L'histoire, je dirais qu'à la fois il y a un grand schème, bien sûr, de l'histoire alsacienne qui était dominant, qui était là, bien sûr, je sais pas où, mais quelque part dans ma tête, mais près dès le départ, qui était voilà, la succession des annexions et des qu'est-ce qu'on dirait, quand c'est le contraire d'annexion, de dénexion, bon, bien sûr, et de quoi il ressortait qu'il y avait là un pays très très particulier, que tout avait porté à se fermer un peu, à s'isoler sur lui-même, qui s'isolait en effet parce qu'il parlait de l'intérieur, parce qu'on me racontait qu'on savait qu'on était en France quand on prenait le train, et surtout quand le train prenait 4 heures pour aller à Paris, que quand on prenait le train, on savait qu'on était en France parce qu'on voyait des femmes secouer des paniers à salade par la fenêtre. Alors que, bon, moi, j'avais même pas remarqué, mais on m'a dit, oui, là, tu sais que tu es en France parce qu'en Alsace, on ne se sert pas du panier à salade, on sèche la salade dans un torchon. Bon. Alors après, je répétais ça. J'avais acquis ce savoir, mais à la maison, je crois qu'on avait un panier à salade, oui, parce qu'on était de l'intérieur, justement. Oui, c'est assez étrange. Bien entendu, cette singularité était là, et là, j'ai entendu, et puis j'ai lu après, beaucoup plus tard, des choses sur par exemple, sur ce qui était arrivé à l'université de Strasbourg pendant la guerre, surtout que Lucien Braun, justement, qui était parti avec l'université à Clermont-Ferrand, bon, il en parlait. Il a même depuis publié un petit livre dans lequel il raconte ça. Bon, tout ça, ce à quoi avaient été soumis les Alsaciens obligés de parler une langue, interdits d'en parler une autre, et vice-versa. Bon, toute la question des malgré nous qui bien entendu est venu un jour à la surface, je ne peux pas dire quand, mais bon, non, je ne me suis pas plus intéressé que ça, je ne me suis même pas intéressé, ça venait, là, c'était, voilà, bon. Moi, j'aurais été pareil dans n'importe quel lieu, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vis quand même énormément, pour ne pas dire essentiellement, de ton travail, et ce travail, il n'est pas situé. Bien sûr, c'est toujours bien de penser que, voilà, que c'est, disons, une part de la Rhénanie, qu'il y a des grands esprits qui sont... Enfin, après, on apprend que l'histoire de Gutenberg, ça c'est très discutable ou discuté, mais enfin, bon, mais il y a quand même eu apparemment de vraies impressions d'incunables en Alsace. D'ailleurs, c'est à Célestat qui a la bibliothèque des incunables. Mais je dois dire que je ne suis pas très friand du passé, moi.
que San Diego, c'est autre chose. Et là, bien sûr, j'ignore pas qu'un lieu exerce quelque chose sur toi. Mais alors là, le lieu californien, pour pas dire américain en général, mais le lieu californien, c'est quelque chose de perturbant, en fait, de dérangeant, qui a un côté extrêmement fascinant parce que on prend sa voiture, on fait des kilomètres, on doit faire des kilomètres pour aller au cinéma ou pour aller à l'hôpital, mais on n'habite nulle part. Bon. Tandis que à Strasbourg, on habite vraiment Strasbourg. Pour moi, l'Alsace, c'était, oui, tout un ensemble de particularités intéressantes, pittoresques, bon, peut-être au premier rang desquelles la cuisine, hein, oui, la cuisine et quelque chose de l'Allemagne, quelque chose, par exemple la propreté des fermes. Les fermes que j'ai connues, moi, dans le sud-ouest, mais même aussi un peu dans l'Isère, bon, pour d'autres raisons, les fermes n'ont jamais eu la propreté des fermes alsaciennes, ça, de loin. Mais si tu veux, et en effet, autant vivre dans un certain milieu, mais nécessaire, je veux dire, parce qu'à San Diego, justement, comme tu dis, hors sol, tu n'es pas dans un milieu. Et ça c'est devenu assez vite extrêmement gênant, ce qui fait d'ailleurs que, alors qu'on pouvait rester ad vitam aeternam en Amérique, et j'aurais fait une carrière, en tout cas beaucoup plus rémunératrice qu'en France, mais au bout de 2 ans, on n'en pouvait plus, et on est rentré. Donc parce que là, je veux dire, il n'y a pas de lieu. Non. Mais en même temps, je suis toujours un peu confondu d'habiter depuis 40 ans dans la même rue. Et j'aime bien ma rue, mais bon, je sais par exemple que ma rue, elle a le nom de Charles Grade, et que Charles Grade était un député protestataire. Et d'ailleurs, tout près, sur le boulevard Price, il y a le pont de la protestation. Et à cause de ça, j'ai appris qu'il y avait eu des députés protestataires, et j'ai toujours eu, je ne sais pas comment dire, un respect particulier pour le Reich, qui était capable d'avoir des députés protestataires dans sa diète. C'est quand même quelque chose d'assez formidable. Ce Reich, qui était le deuxième, pas le troisième. Ma rue et tout mon quartier, par exemple, si je connais un peu de l'histoire de ça, d'autant plus que c'est, pour une part, c'est le quartier dit allemand, et pour une autre part, et ça se recoupe bien sûr, c'est le quartier juif. J'ai appris comment la rue des Juifs, elle menait vers ce quartier, et que c'est par là que les Juifs devaient sortir le soir. Bon, évidemment, j'ai tout appris ensuite sur la présence de la nouvelle synagogue à côté des Comtades, tout ça. Bon, tout ce quartier de ma rue, il est vraiment de construction allemande, quoi. Et c'est très intéressant. Alors, mais j'ai pas de point de comparaison, hein, c'est vrai, mais c'est très intéressant de voir comment les architectes allemands, donc du début du XXe siècle, comment ils se plaisaient à beaucoup, je trouve, à orner de manière variée les immeubles. Dans ma rue, dans la rue à côté, il y a des immeubles à coller les uns aux autres qui ont des façades extrêmement différentes. Il y a un architecte qui a voulu mettre 2 colonnes qui montent sur toute la hauteur de l'immeuble, un autre a mis des briques, l'autre pas de briques, les balcons, et c'est un peu comme ça dans tout Strasbourg. J'avais pas été attentif pendant très longtemps à la largeur des avenues. Quand je prends pas seulement l'avenue des Vosges, mais l'avenue de la Paix, l'avenue de la Forêt Noire, tout ça. Bon. Et après, on m'a expliqué que c'est ça qui avait permis de bien faire passer le tram, puisque
par exemple, l'avenue de la Paix, il y a presque toute la largeur de l'avenue a pu être prise pour le tram, et il y a encore de la place pour 2 passages de voitures et pour des trottoirs confortables des 2 côtés. Bon. Donc, et après, je sais évidemment, je connais même peu des gens qui s'occupent de la défense de la Neustadt, mais je ne m'en suis pas occupé, tu vois. Mais en même temps, évidemment, je suis absolument pour la conservation de cet ensemble qui est tout à fait remarquable et qui est justement, même s'il a des côtés un peu très lourds, le Palais du Rhin, c'est vraiment lourd, et la Poste, la Grande Poste... mais de la Grande Poste, par exemple, je crois que c'était Braun, ou je ne sais pas quel Alsacien, ça, qui m'expliquait bien comment les architectes et les entrepreneurs allemands de l'époque pouvaient faire venir des panneaux de pierre tout près, avec les motifs qu'il y a sur le côté des ogives, comme ça, que tu peux trouver sur plusieurs côtés de la Poste, que tout ça arrivait d'Allemagne, tout près, enfin, c'était du préfabriqué, mais pas du préfabriqué en placo-plate. Ouais. Et oui, tout ça, et le charme particulier de bâtiments comme le lycée des Pontonniers. L'Europe, évidemment, quand je suis arrivé, il y avait déjà le Conseil de l'Europe. Et déjà, de mes plus anciens souvenirs, j'ai le souvenir de comme une chose un peu en appendice, quoi, à Strasbourg. Bien que c'est juste... L'orangerie fait absolument partie de Strasbourg. Conseil de l'Europe, oui, bon, ça va, mais c'est un vieux truc. Mais alors, tout ce qui a été construit après, la Cour de justice, le Parlement, qui chaque fois, surtout la Cour de justice, qui sont des objets architecturaux, intéressants, complexes, qui ont fait l'objet de pas mal de discussions, mais je me rappelle, par exemple, très souvent, tout ce qui a été dit sur les architectes qui n'avaient pas mesuré les différences de température qui sont possibles à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il peut faire vraiment très très chaud en été et très froid en hiver, et que, résultat, il y a un nombre soit de bureaux inoccupables dans la cour, soit de vitres qui claquaient parce qu'elles n'avaient pas été prévues pour... Bon. Mais l'ami Fritz, il se trouve que c'est un livre de prix que j'ai reçu à Baden, à la fin de la 7e, je crois, oui. Et donc, alors en plus, c'est une édition grande comme ça, pour le livre, évidemment. Et alors là, l'ami Fritz, il faudrait faire une thèse entière là-dessus, parce que c'est un livre qui est absolument fascinant. Et pas seulement pour moi, parce que Derrida, qui lui qui venait d'Alger, comme on sait, il a aussi adoré l'ami Fritz. Je pense qu'il y a un charme particulier qui tient à ce que, justement, l'ami Fritz baigne dans une atmosphère comme ça de vie très locale, très marquée par des caractéristiques locales, mais qui en fait n'est pas alsacien, tellement, hein, parce que ça se passe plutôt de l'autre côté du Rhin. Hein, mais il y a beaucoup de noms, des noms de lieux, en tout cas, qui ont des consonances alsaciennes. Alors, je sais parce que je l'ai relu entièrement récemment pour le lire à une vieille dame, ma belle-mère, qui est aveugle, qui ne peut plus lire. Et donc, j'ai pensé que c'était... Elle a adoré ce livre qui est justement qui est exempt de toute horreur, de tout crime, de tout effroi. Bon, mais il est extrêmement habile, ce livre. Par exemple, s'il y a une chose qui est frappante, c'est peut-être ça, pour ça aussi que ça plaisait à Derrida, c'est l'amitié entre Fritz et le rabbin, le vieux rabbin... Sichel. Hein? Sichel. Sichel, oui, c'est ça. De David, de son prénom, hein, oui. À qui Fritz dit « Ah, vieux poché Israël ». Bon. Eh bien, j'ai découvert dans cette relecture que deux choses qui sont presque comme antinomiques. L'une, c'est qu'il y a un moment, une seule page, où Fritz va chez David, et il va donc dans le quartier, je ne sais pas si on peut dire un quartier, oui, c'est quand même un peu, mais quartier juif. Et là, ce quartier, il est décrit comme
malpropre, malodorant. Bon. Et c'est là-dedans pourtant qu'habite ce rabbin qui est si bien, si brave, si intelligent. Et dont la femme aussi est très, très gentille elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quelque chose de très, très bon. Bon. Et de l'autre côté, le même rabbin, alors ça c'est presque vraiment sidérant, le même rabbin, il tient à un moment, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison très évidente, donc c'est voulu par le Erckmann Chatrian, il tient un petit discours sur le peuple juif, qui est un discours parfait, qui est presque un peu comme celui de Rousseau, c'est-à-dire un peuple qui a traversé tant de siècles, tant d'histoires, qui s'est mélangé avec je crois même qu'il dit ça peut-être, et qui en même temps a toujours gardé sa loi, son alliance, bon. Et d'ailleurs, je n'ai pas résolu le problème qui s'est posé à moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent, enfin les deux là, qu'est-ce qu'ils pensent? Je n'ai pas réussi à savoir quelle est la religion de Fritz, parce que là, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, parce que c'est comme si on faisait exprès d'éviter parce qu'il devrait être protestant plutôt. Mais il n'est jamais question de pasteur, il n'est jamais question de temple, rien. Alors, il n'est pas non plus question de synagogue. Enfin, mais Israël, quand même, je veux dire, comme religion est bien typée. Mais le trait principal qui ressort du rabbin, c'est que c'est un marieur dans l'âme. Et en fait, c'est lui qui, pendant tout le livre, assure Fritz qu'il finira par se marier. Et d'ailleurs, il a raison. Bon. Mais il y a un élément là très étrange, parce que pourquoi y a-t-il cet éloge du judaïsme à côté, comme je dis, de la description très, très classique du quartier juif? Et pourquoi y a-t-il quand même une sorte de silence obstiné sur la religion de Fritz? L'ami Fritz, alors, ça a été, je ne sais pas, mais là, j'arrive pas à bien m'expliquer. Pour moi, c'est très compliqué, parce que c'est pas vraiment en Alsace, et en même temps, c'est quelque chose qui est écrit par les deux, Erckmann et Chatrian, ils étaient alsaciens. Oui, Phalsbourg, qui est aussi la ville par laquelle sort au singulier au pluriel les enfants du Tour de France. Ouais. Hein. C'est le Tour de France par 2 enfants, donc les deux, ils sortent par Phalsbourg. Ouais. Et à partir de là, ils sont en France. Bon. Donc, là, je ne sais pas, là, il y a tout un inconnu, parce qu'évidemment, pendant la plus grande partie de ma vie, je me suis juste bercé du souvenir de Fritz. Et là, je suis très étonné d'avoir trouvé toute cette nichée de problèmes. Mais c'est très, très intéressant. Hein. Pour moi, être alsacien, en tout cas, c'est pas mon être, je peux dire. Non, mais oui, voilà, oui, je crois que ce que j'ai dans la tête, c'est qu'être alsacien, c'est être quelqu'un qui en a marre de se recevoir une claque à droite, une claque à gauche, et qui donc qui a pris l'habitude de dire, bon, chut, tu calmes, hein, on reste là, bon, voilà. Et qui avec ça, c'est creuser un lieu comme ça, très, très fort, tellement peut-être approprié que quand on vient du dehors, on a pu y passer 50 ans, on n'y rentre pas pour autant, on ne devient pas pour autant alsacien. Mais je pense que je ne serais pas non plus devenu poitevin dans le Poitou, ni je sais pas quoi, ni ch'ti à Lille.